Allez, c'est parti. Bah Dominique, quand tu veux. Ouais, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce sprint 44. Donc, 4-4. Donc, 4 roues Matrix. Voilà le jeu de mots du sprint en cours. Le dernier sprint, on vous avait parlé du formulaire de saisie des informations utilisateurs et organismes. Et cette fois-ci, on a travaillé sur Matrix, Read Matrix. Et voilà, c'est ça le thème du sprint, avec un sprint qui est quand même relativement chargé. On le voit sur le sommaire. On a en fait maintenant, on va retrouver notre section supplémentaire pour la prod avec Laurent qui va parler. Et puis on a aussi une autre section supplémentaire qui est celle de Read Matrix qu'on abordera en fin de séance où Yannick nous présentera en fait le MVP Read Matrix qui était le thème du sprint aujourd'hui. Bien sûr, on abordera les points habituels, la communication, analogiste. On a fait pas mal de choses analogistes en ce qui concerne l'open access. EasyParse, on a aussi travaillé à l'amélioration d'EasyParse. On verra qu'on peut faire des choses supplémentaires. Unpaywall, on se rapproche de quelque chose pour la mise en production. Et puis, toujours les points easy mesure, pas mal de choses aussi. Voilà, de la communication. Donc, on a eu 4 nouvelles installations EasyParse. On a fait 7 rendez-vous. 7 supports, en particulier pour l'INSERM. On a travaillé aussi avec les gens de chez Couperin sur le bulletin de la science ouverte avec des données Unpaywall. On s'est servi de ça comme cas d'usage pour la mise en place de notre serveur The Unpaywall avec une commande dont nous parlera Léo qui permet d'enrichir des fichiers à partir du moment où on a une colonne qui contient des DOI. Donc ça a représenté 7 heures de support. On a eu des feedbacks ça nous a permis de tester notre nouveau formulaire de contact EasyMesure. C'était essentiellement des problèmes de connexion identifiants. On a eu 11 inscriptions sur EasyMesure au cours du sprint et je vous rappelle qu'on a 385 utilisateurs qui sont inscrits actuellement. Voilà. Eh ben là, je passe la parole à Thomas qui va nous parler de l'AG Couperin qui a eu lieu le 4 novembre et au cours de laquelle il y a eu la présentation de Rhythmetrix, le début Ben voilà, tu as de tout notre dit. communication. Donc cette AG était un peu particulière dans le sens où elle s'est tenue complètement en distanciel. Donc il y avait un peu plus de 200 collègues des différents établissements membres du consortium qui étaient présents. Ça a duré tout l'après-midi du 4 novembre. Et puis on a pu faire une présentation en 2 temps avec notre collègue du consortium du Luxembourg, Patrick Pfeiffer. Donc moi j'ai commencé par donner des nouvelles du projet EasyParse, EasyMesure tel que les membres de la communauté Couperin le connaissent déjà bien puisqu'on leur en parle assez régulièrement. Et puis Patrick a fait un focus assez détaillé sur la façon dont les briques EasyParse et EasyMesure, qui constituent ce qu'on appelle maintenant Readmetrix, est utilisé par le consortium du Luxembourg, qui a fait un gros travail de mise en place et puis d'analyse sur les données EasyParse, notamment en termes de dédoublonnage, ce qui leur permet d'avoir des stats d'usage qui sont assez différentes de celles que les éditeurs fournissent et qui se conforment au guide de bonne pratique Counter. Donc eux, ils se rapprochent d'une notion d'accès à une ressource, enfin un couple ressource-chercheur qui est un tout petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de traiter, c'est-à-dire des événements de consultation où on ne fait pas vraiment la distinction de l'usager distinct par rapport à une ressource distincte. Donc, en gros, le travail qu'ils mènent, c'est un travail qui donne des stats d'usage qui sont bien plus faibles que les stats fournis par Counter et qui, du coup, donne un prix à l'accès très différent, puisqu'en fait, c'est plus un prix à l'accès, mais c'est un prix à l'accès par un chercheur donné à une ressource donnée, quel que soit le nombre de fois où il a accédé à cette ressource dans le cours d'une journée. Donc, on se rend compte qu'il y a un enjeu
assez intéressant et assez fort autour de cette question-là, surtout quand on lui ajoute la question de l'accès à des ressources libres, enfin en open access. Donc il y a un double travail de filtrage qui est fait par les collègues du Luxembourg. Ce travail sur le dédoublonnage type counter, mais beaucoup plus poussé, et puis une soustraction de tous les accès à des articles en mode payant, articles qui sont en fait accessibles sous une forme libre. Donc ça fait ça fait des coûts au téléchargement qui ne sont pas tout à fait des téléchargements bien plus élevés que ceux qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Et ça permet de donner une vue stratégique, politique de ce vers quoi on veut aller quand on parle de bascule vers l'open access, etc. Donc on a beaucoup parlé. On avait une demi-heure prévue et finalement la présentation et la discussion qui a suivi avec les membres du consortium, ça a duré plus d'1 heure finalement. Et on a eu des très bons retours, c'est-à-dire non seulement les questions, mais aussi les retours que les collègues nous ont fait après coup étaient très positifs. Donc c'était une très bonne occasion de parler du travail qui est fait par l'équipe EasyParse, EasyMesure et de la perspective ReadMetrics qu'on est en train d'ouvrir et dont je reparlerai en fin de revue avec la nouvelle rubrique ReadMetrics. Ouais, j'en dis pas plus pour l'instant. Je te laisse passer à la diapo d'après, Dominique. C'est Yannick en fait qui maîtrise le passage des diapos. Oui, donc du coup, là on aborde la section analogiste. Analogiste, habituellement c'est Frédéric qui en parle, mais il n'est pas là, donc on pense à lui. Je vais essayer de parler pour lui sans louper trop de choses. Les métriques analogistes, donc, elles évoluent toujours. Il y a toujours du travail sur l'analyse des plateformes. Là, on est à 460 plateformes recensées, donc on en a 2 de plus, et puis 308 parseurs. Donc en fait, ça fait 66% des plateformes recensées qui sont prises en charge. Et les 190 qui sont utilisées par l'ESR, ça représente 61% des plateformes de l'ESR qui sont prises en charge par nos plateformes. Voilà, la suivante. Il y a toujours un travail de fond sur la certification qui est menée par Frédéric. Donc il y a 2 types de certification, hein, certification humaine et certification par rapport aux statistiques éditeurs. Donc en fait, les certifications humaines, c'est on regarde en fait ce qu'on consulte, on consulte des choses sur les plateformes et puis on regarde après dans les traces si ça correspond bien à ce qu'on a consulté. Donc on a 20 plateformes qui sont certifiées H et 8 plateformes qui sont certifiées P. Mais en fait, ces plateformes, il n'y en a pas énormément par rapport à la quantité totale de plateformes, mais ça représente beaucoup en proportion, puisque c'est essentiellement les plateformes des grands éditeurs qu'on certifie. Donc on a 85% des articles consultés sur BibCNRS qui le sont avec des plateformes certifiées H, et puis 59% qui le sont avec des plateformes certifiées P. Voilà. Voilà. Ensuite, on fait des statistiques, enfin on regarde en fait comment se passent les chargements au niveau agrégation de tout ce qui est chargé par tout le monde en fait, hein, sur EasyMesure. Là c'est pour la période donc de janvier jusqu'à octobre. Et on voit qu'on a 66 millions d'événements de consultation qui ont été chargés. Ça représente 190 parseurs. Voilà, les top 5 des plateformes consultées, c'est Kern, ScienceDirect, CFinder, Dalloz et Cyberlibris. Et les universités qui téléchargent le plus, enfin qui ont le plus de consultations, en fait, c'est donc Strasbourg, l'INSERM pour lesquels on a fait un support au cours de ce sprint, Lille, donc Marseille, et puis Paris, Montpellier, enfin tout ça c'est dans un mouchoir de poche. Voilà. Donc ça permet d'avoir cette vision agrégée des consultations sur EasyMesure. Voilà, il y a toujours aussi la journée parseur.
Et donc là, il y a eu pas mal de mises à jour, une collaboration, pas mal d'interactions avec Timothy et Ronnie, donc merci à lui. Donc il y avait 14 plateformes à traiter, il y a eu 4 nouveaux parseurs avec 8 mises à jour. Il y a eu 2 plateformes dont les analyses étaient incomplètes, donc qui seront à revoir. Et puis tout à l'heure, j'étais en interaction avec Rachid. Il y en aura des nouvelles qui vont arriver, en particulier Eni, puisque vous avez remarqué que Eni, depuis le mois de juin, on ne voit plus grand-chose. Donc en fait, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est un travail de fond. Donc si vous, comme Rachid, vous remarquez que ben, dans vos consultations, parce que vous êtes abonné à ces plateformes, eh ben, il y a plus de consultations, c'est peut-être un problème dû au parseur, donc on le revoit et donc il faut nous le signaler. Voilà, j'ai pas précisé sur le slide précédent qu'il y a un article de blog, hein, Frédéric fait toujours des articles de blog euh, pour faire le résumé de ce qui a été fait. Et puis donc aussi, pareil, les développeurs mettent des précisions, mettent des commentaires dans les cartes Trello quand ils font les parseurs. Ils ont fait aussi une journée focus Open Access. Donc on a 4 nouvelles plateformes en Open Access. On a déjà évoqué le fait que on collabore avec en fait les CHU de Lyon, qui eux sont dans un contexte un peu particulier parce que en fait ils utilisent EasyParse pour analyser la totalité de leur trafic, pas uniquement tout ce qui passe par l'EasyProxy. Et donc du coup, ça veut dire qu'ils peuvent avoir une vision de tout ce qui est consulté, y compris l'open access. Et donc du coup, ça devient intéressant, potentiellement intéressant, de développer des parseurs qui reconnaissent l'open access avec EasyParse. Et donc on a travaillé sur une liste qu'ils nous ont fournie par rapport à ce qui les intéressait. Et donc là, il y en a eu 4 nouveaux. Donc c'est MDPI, Frontiers, MedArchive, et puis le premier c'est PLOS, voilà, avec le joli oiseau. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est en cours et donc ça étend en fait tous les parseurs qu'on a déjà pour l'open access et donc du coup c'est un nouveau champ d'action pour EasyParse. Donc on voit aussi que bon, Open Edition, Anne qui est là, on a aussi le parseur Open Edition. Eh ben, je passe la main à Steven qui va nous parler des améliorations qu'il a réalisées sur Analogist. Oui, donc sur Analogist, on a effectué quelques améliorations au niveau de l'interface. Parce qu'en fait, on le dit assez souvent dans les revues, mais on met souvent à jour la bibliothèque qui gère l'interface d'Analogist. Et ça induit quelques changements qu'on peut zapper parfois. Et donc là, on va retrouver donc, la surbrillance de la dernière analyse ouverte. Donc c'est celle qu'on retrouve encadrée sur cette capture d'écran. On peut voir que article HTML est écrit en rouge et non en noir comme le reste des titres d'analyse. Et dans les analyses, nous avons mis en place la suppression des espaces blancs, donc c'est-à-dire tous les espaces qui se trouvent en début et en fin de chaîne, qui servent pas du tout dans l'analyse et qui peuvent comment dire, peuvent induire des erreurs au niveau des tests des parseurs, par exemple avec un espace juste en fin d'URL. Et nous allons travailler sur une amélioration et une optimisation d'Analogist dans les jours et semaines à venir. Oui, parce qu'on a remarqué qu'il y avait un peu des lenteurs, et donc on va essayer d'optimiser tout ça. Peut-être on peut dire un mot sur ce que ça implique, ces lenteurs sur Analogist. En fait, on a un accord de partenariat avec la société OCLC qui utilise EasyParse pour commercialiser une solution très similaire à EasyMeasure qui s'appelle EasyProxy Analytics. Et ils font le même travail, enfin ils participent au même travail que nous sur l'analyse des plateformes et la création de nouveaux parseurs, en particulier pour des plateformes que nous, on ne couvre pas encore,
parce qu'on n'a pas d'utilisateurs EasyParse abonnés à ces plateformes. OCLC commercialisant EasyProxy, ils ont beaucoup de clients à l'international qui utilisent une grande variété de plateformes que nous, on n'a pas encore couvertes. Et donc, on discute avec pour qu'ils puissent venir contribuer à ces analyses de plateformes et à créer des nouveaux parseurs. Et le souci qu'on rencontre sur Analogist en ce moment, c'est que comme on s'appuie sur Trello et qu'on met aussi Analogist à rude épreuve par le biais d'EasyParse et par le biais d'autres pages depuis lesquelles on interroge Analogist, on a des soucis de temps de réponse qui ont été assez problématiques ces derniers temps. Et les collègues de CLC nous l'ont remonté comme étant un problème. Et donc, le travail qu'esquissait Steven va se dérouler à cet endroit-là précisément, pour que Analogist soit de nouveau utilisable dans un cadre d'utilisation un peu plus conséquente que ce qu'on avait jusqu'à présent. Voilà. Tout à fait, merci bien Thomas pour ces éclaircissements. On passe à EasyParse. Yannick? Tout à fait. Alors, au niveau d'EasyParse, on a eu quelques évolutions. La première, c'est qu'il est maintenant possible de filtrer les traitements sur des plateformes précises avec un nouveau header qui s'appelle Filter Platforms, qui accepte un ou plusieurs noms de plateformes et qui va du coup ne sortir dans le fichier résultat que les consultations qui correspondent aux plateformes qu'on lui donne. Donc c'est quelque chose qui va être assez pratique, notamment quand il s'agit de tester. Généralement, quand on modifie, quand une plateforme change et qu'on modifie le parseur, on teste généralement avec EasyLogger en premier, mais quand on veut faire des tests de grandeur nature, on se retrouve à devoir gérer des fichiers avec des tonnes et des tonnes de plateformes, et ça va faciliter ces tests-là. Ensuite, donc, on a corrigé un certain nombre de choses, notamment par rapport à des comportements qui nous ont été remontés par Open Edition, qu'on remercie d'ailleurs au passage. La première chose, c'est que EasyParse est capable d'envoyer un mail en fin de traitement pour vous notifier du fait que c'est terminé. Par contre, en cas d'échec du traitement, il restait silencieux. Donc ça a été réglé et maintenant on reçoit bien le mail en fin de traitement et qui précise bien le mail, le traitement a échoué. Ensuite, on s'est rendu compte d'un cas d'erreur en fin de traitement pendant la phase de finalisation qui pouvait geler le traitement, notamment côté interface. Donc ça, c'est un problème qui a été également réglé. Et côté interface, donc là c'est propre à l'interface web. À la fin des traitements, on vérifie maintenant la présence d'erreurs dans le rapport, ce qui nous permet d'éviter certains cas particuliers où on pouvait se retrouver avec des faux positifs, donc où le traitement était dit comme terminé alors qu'en réalité il avait une erreur. Hop. Ensuite, on a fait quelques améliorations sur le middleware Unpayall. Donc je précise le middleware Unpayall actuel et non pas le middleware Unpayall sur lequel on est en train de travailler pour Easy Unpayall. Donc par rapport à, donc ça c'est suite à un retour de Rachid Alouat qui a fait remarquer à juste titre que le middleware est assez instable. Donc l'API d'Unpayall n'est pas forcément actuellement très solide par rapport à la charge. Note surtout qu'EasyParse a tendance à faire beaucoup de requêtes. Donc on a améliorer le middleware pour qu'il soit plus flexible en cas d'erreur. Donc notamment maintenant, c'est-à-dire que le comportement par défaut, c'est que les requêtes, quand on reçoit des EC, on tente d'enrichir 5 fois d'affilée, et si jamais ça ne marche pas, le traitement est tout simplement arrêté, annulé. Ce qui est gênant vu qu'Unpayall n'est pas forcément très répondant à la charge, comme je disais. Donc maintenant, ce nombre de tentatives, il est paramétrable, on peut l'augmenter, en sachant que entre chaque tentative, on va attendre toujours plus longtemps, 2 fois plus longtemps, ce qui va permettre d'avoir plus de chances que l'API se remette entre chaque tentative. Et on peut choisir le comportement à adopter en cas d'erreur. C'est-à-dire que
Si jamais si jamais au bout du nombre maximum de tentatives, on se rend compte qu'on n'arrive pas à enrichir, par défaut, on va arrêter purement et simplement le traitement, mais on peut lui dire maintenant, d'ignorer simplement l'enrichissement. On laisse l'événement de consultation passer et on ne l'enrichit pas, ou alors de retenter en attendant toujours plus longtemps jusqu'à ce que ça fonctionne. Et donc ces changements-là permettent de stabiliser les enrichissements au niveau d'UnPaywall, et c'est quelque chose qu'on va sans doute reporter sur d'autres middleware, et en particulier le middleware de Crossref qui est activé par défaut. Ça nous permettra sans doute de stabiliser pas mal les traitements. Hop. Alors, on passe à la partie production. Ok, je voulais juste compléter un point par rapport à la présentation que tu as faite sur le plateforme, le filter plateforme. En Oui. fait, ça sera très utile dans le cas des reprises du genre, par exemple, là, on nous a signalé que Eni, il n'y avait plus rien depuis le mois de juin. Ça va probablement donner lieu à une analyse, une mise à jour du parseur. Et donc, du coup, pour tout ce qui est Eni, on pourra relancer les traitements EasyParse et en précisant, on ne veut que la plateforme Eni. Et donc, du coup, les traitements iront plus vite et ça pourra être rechargé dans EasyMesure pour retrouver en fait toutes les consultations qui auront pu être perdues. Donc, du coup, ça va permettre de gagner du temps et de faciliter les traitements. Voilà. Insister un peu là-dessus. Voilà. Et puis effectivement la partie production. Et donc là, je passe la main à Laurent, si tu es là, Laurent, pour que tu puisses Oui, je suis parler là. éventuellement des interactions qu'on a pas mal en ce moment. Alors bonjour à tous. Là, une diapo sur laquelle on va retrouver deux types d'informations. Donc les informations qui permettent de suivre les traitements journaliers. Donc là, c'est le petit pavé gestion des index qui est en haut à gauche. Et puis traitement du quotidien qui est en bas à droite. Ce suivi, ça nous permet de corriger en particulier justement les erreurs de timeout qu'on a eues ces derniers temps. Et puis alors les trois autres pavés, routage, organisation des VM, dépendance. Donc là, c'est un autre type d'information qui donne une vue d'ensemble de l'applicatif qui commence à être tout de même un peu conséquent. Donc on a demandé à Dominique de nous faire des schémas pour avoir un peu une vue d'ensemble des différentes applis, donc en particulier EZParse et EZMesure. Mais bon, on voit dans le petit pavé organisation des VM qu'il y a d'autres, hein. Il y a Analogist, il y a Bibliomap, et sur ce même schéma, il en manque encore un petit peu. Il y a d'autres machines qui se trouvent en dessous. Donc voilà, donc d'avoir l'ensemble des applications dans un schéma, des applications que s'occupe l'équipe de Dominique. Et le slide d'après peut-être, oui, pour les traitements. Non, Pour les ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas, tu voulais compléter, pardon? Oui, Vas-y, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors par contre, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc c'est une vue d'ensemble sur oui, sur le schéma. Oui, non, reviens s'il te plaît, Yannick. À l'autre. Voilà. Donc sur l'organisation des VM, on retrouve c'est une vue d'ensemble des VM qui sont utilisées. Donc on retrouve les informations pour les élastiques, on retrouve les OS, les ressources, l'espace disque qui est utilisé. Donc c'est vraiment des informations qui nous sont utiles lorsqu'il y a un dysfonctionnement pour savoir par où prendre, en fait, par où chercher le dysfonctionnement pour pouvoir le régler au plus vite. Donc voilà, donc c'est des schémas qui ont été faits par Dominique et qui sont très utiles pour l'exploitation en temps normal. Donc oui, vas-y Yannick, tu peux. Alors sinon, ce qui s'est passé aussi, donc la gestion des index, donc il y a eu effectivement des timeouts un peu plus fréquents ces derniers temps. Donc avec Dominique, on a réfléchi à tout ça. On suppose qu'il y a un télescopage entre les différents traitements de chargement et les sauvegardes. Donc pour le moment, on n'a pas d'éléments probants encore qui ressortent des investigations qu'on a menées.
mais il y a quand même eu du coup des modifications qui ont été apportées pour essayer de corriger le problème. Donc en fait, pour simplifier, l'ensemble des VM qui constituent Z-Mesure ont été placés sur des disques rapides, alors qu'avant, elles étaient sur des disques standards. Et c'est vrai que depuis cette action qui a été menée il y a 2 ou 3 jours peut-être, Ouais. bon, il n'y a plus de time-out, là ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors, autre point dans la gestion des index, donc pour sécuriser toujours les index élastiques, il y a une VM dédiée au Snap qui a été mise en place. Donc, elle permettra d'effectuer des sauvegardes d'élastique en plus des sauvegardes système qui ont déjà lieu. Et ces sauvegardes élastiques, elles sont plus appropriées, plus efficaces que les sauvegardes système parce que c'est le logiciel élastique qui les fait. Donc on est complètement en adéquation avec la structure d'élastique. Elastic sait comment sauvegarder ces données. Donc la machine a été mise en place et Dominique a commencé à faire des tests dessus. Donc je pense que ça va rapidement monter en puissance et prendre tout son sens. Alors, autre point au niveau de l'organisation des VM, donc là c'est pour soulager le cluster élastique, on en a déjà parlé. On va mettre une 4e machine dans le cluster pour le soulager. Et cette livraison doit avoir lieu lundi. Bon, c'est dommage, on n'a pas réussi à la caser avant ce sprint, mais la machine devrait être en place lundi. Et voilà, donc on devrait aussi voir un petit peu de mieux de ce côté-là. Et au niveau des traitements, donc toujours pour éviter les collisions entre les sauvegardes et les traitements, hein, puisque la machine, le EZ a quand même une utilisation qui est croissante, hein, et on espère que ça va continuer. Donc là, on va étudier la façon de pouvoir échelonner les différents traitements de Z-Mesure. Voilà, et puis il y a eu un rechargement des index ISTEX de 2019. Bon, ça s'est bien passé, ça a duré environ 24 heures, je ne sais plus si c'est un petit peu plus ou un petit peu moins, et on était à peu près sur 24 heures de traitement. Voilà. Ok, merci Laurent. Et donc là, on aborde la section on-paywall avec Léo. Donc, avec moi, voilà. Donc, premièrement, sur la section EZ on-paywall, j'ai réalisé une commande d'enrichissement qui se nomme EZU Enricher. Et cette commande, elle va permettre d'enrichir 2 types de fichiers, les fichiers JSON et CSV, avec les données on-paywall. Donc j'ai réalisé une vidéo pour que vous puissiez voir le fonctionnement avec tous ces différents paramètres, etc. Tu peux lancer Yannick. Donc dans cette vidéo, j'ai fait avec un fichier CSV, donc celui de la science ouverte. Donc pour qu'on puisse enrichir les données avec le fichier CSV, il faut qu'on ait une colonne DOI. Et donc l'enrichissement va se faire en fin de fichier, donc on va juste rajouter des colonnes au fichier CSV. Alors, la commande enricher, elle possède 4 attributs. Donc on a premièrement l'attribut F, donc file, qui consiste à choisir quel fichier on veut enrichir. L'attribut O, donc c'est le fichier de sortie, donc le nom qu'on va lui donner. On a l'attribut S qui va permettre de choisir le délimiteur dans le cas où on a par exemple un Excel. En français, on va plutôt choisir le point virgule, mais dans le cas des fichiers CSV classiques à l'international, c'est des virgules. Et donc on a l'attribut A qui consiste à choisir sur quel attribut on va enrichir. Donc ça, c'est disponible sur la documentation GitHub sur la structure des objets on-paywall. Donc on a une multitude d'objets sur quoi on peut enrichir. Là, dans cet exemple, j'en ai choisi que 2. Donc lorsqu'on exécute la commande, on a une petite barre de chargement pour voir l'avancée de l'enrichissement. Et donc on voit que ça nous a généré un fichier demo.csv. Alors, vu que j'ai choisi des points-virgules, je pense bien à choisir le bon séparateur pour ouvrir le fichier CSV. Et donc on obtient... donc là on a toujours les colonnes initiales, mais lorsqu'on va tout en bout, on a l'enrichissement qui est fait avec les 2 attributs que j'ai choisis, donc OA statut et bestoallocation.licence. Et donc ça c'est valable sur tout le fichier.
Donc voilà l'exemple de la commande enricher sur les fichiers CSV. Et tu peux passer à la suivante. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi valable pour les fichiers JSON, donc je ne vais pas refaire une vidéo pour ça, j'ai juste mis un exemple d'une ligne. Donc on a à gauche un objet JSON avec sans l'enrichissement, et donc on a à droite avec l'enrichissement, donc là j'ai rajouté plus de paramètres, et j'ai mis en vert ce qui a été enrichi. Donc en plus de la commande enricher, maintenant EZNPWall va mettre à jour automatiquement ces données de manière hebdomadaire. Donc c'était déjà le cas avant, mais maintenant on peut le voir depuis Kibana. Donc on a gardé le même objet JSON qu'avant, donc on peut le voir en bas. Donc là il y a 3 mises à jour qui ont été faites durant cette période. Et pour faire ça, on a initié une cron pour installer la mise à jour qu'NPWall va publier hebdomadairement. Et donc on voit que ça fonctionne, donc on voit les pics verts qui apparaissent à intervalles réguliers, qui correspond en fait au statut des mises à jour. Et ça permet en fait de contrôler le statut des mises à jour et que tout s'est bien passé. Ok, merci Léo. Donc je prends la suite. Donc du coup, on voit qu'on n'est pas loin. Alors Léo travaille encore sur une machine de développement, hein. On travaille aussi pour qu'on puisse faire ça en pré-exploitation puis en exploitation, hein, même si l'ensemble est fonctionnel. Donc vous voyez que vous aurez bientôt à disposition une commande qui vous permettra de faire des enrichissements. Ça va apporter un plus par rapport à ce qui est disponible au niveau NPWall classique. Mais on a aussi voulu vérifier en fait que ce qu'on récupère est correct. Et aussi, même si en fait Léo avait déjà fait des tests au cours de son stage d'efficacité en fait de ce nouveau middleware, on a voulu vérifier en fait sur des données un peu plus réelles. Et donc on a choisi un mois de données de consultation de BIP CNRS INSB. Donc INSB c'est un des 10 portails BIP CNRS qui est assez gros. Et donc on a lancé 3 traitements en fait sur les mêmes données. Donc un traitement classique EasyParse, un traitement classique EasyParse avec un enrichissement EZ-NPWall, un traitement classique EasyParse avec un traitement NPWall classique. On a utilisé en fait les fichiers de rapport qui sont générés par EasyParse. Donc il y a un critère qui s'appelle Job Duration qui donne la durée du traitement. Et on a compilé en fait ces différents fichiers et on voit que pour 31 jours du mois d'octobre, on a 160 000, un peu plus de 160 000 événements de consultation qui sont générés. Le traitement classique, il prend 18 minutes. Avec un traitement d'enrichissement ZNPWall, on arrive à 43 minutes. Alors qu'avec un traitement classique NPWall, l'API NPWall, on passe à près de 2 heures. Donc là, on voit qu'on gagne quand même beaucoup à utiliser notre serveur interne. Donc ces traitements, ça a donné lieu à des données EasyParse. Ces données EasyParse, on peut les charger dans EasyMesure et on l'a fait dans 3 index séparés pour vérifier. Alors là, dans un premier temps, c'est les temps de traitement et là, on va vérifier les données qui sont enrichies pour voir si c'est vraiment bien enrichi. Et on peut même comparer en fait les enregistrements parce qu'on a un identifiant qui s'appelle le log ID et le log ID va être le même dans les 3 traitements. On va pouvoir retrouver les mêmes événements de consultation et on va pouvoir les comparer pour voir les enrichissements. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait et on a vérifié que les données étaient correctes. Alors ça c'est un diagramme, enfin un schéma qui permet de montrer en fait le nombre d'événements de consultation par jour. Et puis les temps de traitement qui ont été générés, en fait en fonction des jours. Donc on voit la courbe jaune, c'est celle avec le traitement EZ-NPWall, NPWall classique, donc c'est celui qui prend le plus de temps. En dessous, le rouge, c'est celui avec EZ-NPWall, et le bleu, c'est le traitement sans enrichissement NPWall. On s'aperçoit que au cours du mois d'octobre, on a eu un petit souci sur la rotation des fichiers de log. Donc ça a généré en fait le 26 octobre une reprise, un gros fichier de log et donc du coup des temps de traitement qui sont augmentés. Donc voilà. Et on a vu aussi, alors on avait quand EasyParse utilise un middleware,
il y a possibilité de mettre des données en cache. Et donc du coup, quand on fait une requête, en fait, de ne pas la refaire plusieurs fois sur les mêmes données, et donc d'utiliser un mécanisme de cache. Bon, pour le test, on a désactivé ce mécanisme de cache, et donc c'est ce qui explique que pour le middleware classique unpaywall, la ligne jaune entre le 19 octobre et puis le 26, enfin le 25, elle est constante. Mais on voit que pour la ligne rouge, en fait, il y a un petit pic et ça diminue. C'est parce qu'en fait, malgré le fait qu'on ait désactivé le cache au niveau du middleware, au niveau EasyParse, eh bien, le cluster élastique, en fait, lui, a son propre cache. Et donc, du coup, ça nous permet là aussi de gagner du temps, puisque si on refait plusieurs fois les mêmes types d'interrogations, les requêtes sont plus rapides. Voilà. Juste un petit, on s'est aperçu de ça un peu par hasard, donc et du coup c'est intéressant. Voilà. On passe au slide suivant. Donc là, ça c'est un dashboard qui permet de comparer les chiffres en fait, et donc là je vous ai mis les événements de consultation obtenus avec le traitement unpaywall classique ou avec le traitement EZ unpaywall, et on voit qu'on a les mêmes chiffres. Et puis sur la droite, on a des camemberts qui permettent de voir la part en fait des types d'open access. Bon, après, là c'est plus sur les données, c'est moins un test comparatif. Voilà. Voilà ce dont je voulais parler. Et donc là, on aborde le point easy mesure. Pour parler en fait de une chose qui nous a été signalée en fait par Thomas Junot, je crois qu'il nous écoute, là, on lui remercie. En fait, pour signaler que en fait chez Wiley, il proposait un nouveau mécanisme d'authentification qui fait que potentiellement il y avait des requêtes qui pouvaient sortir en fait de l'EasyProxy. Et donc du coup, ça veut dire que on enregistrerait moins de consultations au niveau EasyParse et chargement dans EasyMesure. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une comparaison, que Frédéric a fait une comparaison pour 2020 en fait, et il a comparé les données qu'on pouvait avoir avec Wiley et EasyParse, et puis les données qu'on a avec les statistiques éditeurs, en fait, parce que on a signalé déjà à de nombreuses reprises qu'on est capable de charger dans EasyMesure les données counter éditeurs grâce à Sushi. Et donc du coup, en comparant en fait ces deux types d'informations, on s'aperçoit qu'effectivement il y a moins de consultations au niveau EasyParse. Alors cette baisse elle est de 9,2% de différence, mais c'est pas forcément significatif, sachant qu'on avait en fait certifié le parseur Wiley, et il était à moins de 5%. Donc là, ça fait 4% de différence. C'est pas forcément très significatif, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un œil assez, assez précis, et de voir en fait si les choses se dégradaient au niveau Wiley, au niveau des stats EasyParse qu'on peut mesurer avec Wiley. Voilà, donc on a fait cette étude, et c'était assez intéressant parce que bon, ça nous a été signalé par Thomas, on a pu faire l'étude, et puis on a pu s'appuyer sur tout ce qu'on avait à disposition dans EasyMesure pour faire cette comparaison. Là, on passe en fait à un travail qui a été fait par Steven. Oui, donc j'ai travaillé sur la réduction de la dette technique au niveau du reporting donc, qu'on propose dans Kibana, et de la commande EasyMesureAdmin qu'on utilise nous pour l'administration des espaces ou de rôles ou d'utilisateurs. Donc pour la commande, j'ai intégré ce qui s'appelle le client Elasticsearch donc dans la librairie qui est une librairie Node.js, donc qui nous permet de faire des interactions avec les index Elasticsearch.
Elle n'était pas présente avant car on travaillait principalement sur les espaces et les espaces ne sont pas intégrés dans leur bibliothèque pour le moment. Donc on l'a intégré récemment puisqu'on en avait besoin. Et j'ai aussi travaillé sur la mise à jour du plugin donc, de reporting pour un portage sur les versions 7.8 et supérieures de Kibana s'il ne change pas d'ici là la manière de fonctionner des plugins. Euh, donc ça induit une mise à jour de l'interface pour la suppression et la génération des rapports PDF. Euh, on a une partie administration qui se rajoute dans le management de Kibana, donc qui va être propre à l'équipe pour pouvoir gérer toutes les tâches de reporting sans aller dans chaque espace à chaque fois. Et il y a un petit indicateur d'état qui va nous dire si c'est en cours de génération ou s'il y a une erreur de génération du rapport PDF. Et en plus de ça, c'est plus pour nous, l'équipe. Donc il y a un test du bon fonctionnement du reporting au lancement du serveur qui s'occupe de gérer les tâches de reporting. On a remarqué ça suite à une mise à jour d'EasyMesure et le serveur s'était mal relancé et les rapports ne se généraient pas et ne s'envoyaient pas. Donc voilà, on peut passer à la slide d'après. Donc la slide là, c'est pour illustrer ce que j'ai dit précédemment au niveau de la mise à jour d'interface. Donc pour la mise à jour de la suppression et de la génération de rapports PDF, avant ça se trouvait sur les trois petits points qui se trouvaient à droite. Et maintenant on a des cases à cocher. Et une fois qu'elles sont cochées, on a le bouton au-dessus qui nous dit Manage End Tasks. Donc qui lui est un menu déroulant et on va retrouver la génération et la suppression. Donc on peut générer plusieurs rapports en même temps et on peut en supprimer plusieurs au lieu de le faire unitairement comme c'était le cas avant. Donc la petite capture d'écran de droite, donc c'est la partie administration qu'on retrouve dans le management de Kibana. Et le GIF que l'on peut voir en dessous, c'est donc l'indicateur d'état. Donc là, j'avais lancé la génération d'une tâche. On peut voir qu'il y a un petit loader qui tourne à côté du nom du tableau de bord, donc qui nous dit que c'est en cours de génération. S'il y a un rapport qui a été généré par quelqu'un d'autre de votre établissement et que vous arrivez sur l'interface, vous aurez aussi le petit indicateur pour vous le dire. Et en cas d'échec, il y aura un petit point d'interrogation dans un triangle, donc assez classique pour indiquer une alerte. Et quand on passe dessus, on aura le message d'erreur, par exemple, erreur de génération du PDF. Donc voilà ce qu'il en est pour la mise à jour du plugin reporting sur EasyMesure. Donc là, en fait, il faut signaler Elastic, la suite Elastic évolue assez rapidement, hein, on l'a déjà signalé, ils font des mises à jour très régulières, il y a des modifications au niveau Kibana, au niveau de l'interface Kibana, ils font évoluer leur interface. Et pour ne pas être bloqué à une version, on anticipe, et donc il y a eu un gros travail de Steven sur le fait de rester compatible malgré les évolutions Kibana et malgré le fait qu'on développe notre propre plugin de reporting. On considère que c'est un service qui est quand même relativement, enfin même très très intéressant, et donc on tient à ce qu'il fonctionne toujours et qu'il puisse être utilisé, enfin bien utilisé. Là, en fait, c'est un slide, je vais passer rapidement sur la charge des index. C'est pour montrer qu'en fait, on charge de plus en plus de choses. On a une vision agrégée des données qui sont dans EasyMesure. Là, pour les 6 derniers mois, on voit qu'il y a 33 universités qui ont chargé régulièrement. Ça représente beaucoup de consultations. Les deux vues qu'on a sur la gauche, c'est celle où on voit les types de documents. Donc en bleu en bas, enfin le bleu un peu clair, c'est les articles. Et sur la droite, en fait, c'est les universités qui chargent. Donc, on voit que il y en a beaucoup. Et puis qu'il y a des nouvelles couleurs qui s'ajoutent au fur et à mesure du temps. Voilà, je passe parce on a pris beaucoup de temps et j'aimerais bien que Yannick en ait suffisamment. Et voilà, et je lui passe la main à Yannick pour parler du formulaire établissement. Alors, donc ça fait déjà plusieurs sprints qu'on vous parle du formulaire établissement. On a mis pas mal d'efforts là-dedans. Et pendant ce sprint, on l'a mis en production. Donc les personnes, les personnes à qui on va donner accès à ce formulaire à des personnes triées sur le volet dans un premier temps. Donc ça nous a permis déjà de soulever quelques soucis dans nos premiers tests, notamment le fait qu'il fallait supporter les correspondants qui potentiellement ont un accès uniquement en lecture seule à leur tableau de bord établissement.
On avait quelques soucis au niveau de la déclaration d'établissement par les personnes considérées comme des admins. On s'est rendu également compte qu'on avait des petits problèmes de persistance de logos qui ont été réglés. Et le formulaire de modification de la fiche établissement était accessible, même si ça retournait une erreur dans le cas où on n'avait pas les droits. Et du coup, maintenant, le bouton de modification n'est plus accessible que par les correspondants ou les admins. Ah tiens, pourquoi ça ne passe pas? Ah, top. Ensuite, donc la gestion, la page des correspondants, enfin des partenaires, suite à la migration a été un peu incomplète pendant quelques temps. On a modifié la manière de gérer dynamiquement cette page. Donc les correspondants actuellement sont maintenant identifiés via la jonction de 2 rôles. Donc ils ont un rôle qui est spécifique à leur établissement et un rôle qui va être soit doc contact, soit tech contact, ou soit les deux, qui permet de savoir si c'est un correspondant documentaire ou technique. Et donc chute. Et donc la page des partenaires va être mise à jour, quotidiennement avec les personnes qui ont les rôles là et qui vont être donc mis dans les bonnes cases. Donc là, on a un petit exemple avec Rachid Alouat de l'Université de Lille. Donc lui, il a donc le rôle Univ Lille plus le rôle Tech Contact et il va donc se retrouver dans la case Université de Lille dans la page des partenaires. Ici. Oui, ma puce. Donc, on passe à Readmetrics. Vive le travail à la maison. Bah, je te sauve la vie, Yannick, c'est moi qui reprends la parole là-dessus. Donc, ça, c'est la suite de ce dont on parlait un peu tout à l'heure avec la présentation faite à l'AG Couperin. On a assuré 2 présentations pour les collègues à l'étranger, dans 2 cadres un tout petit peu différents. D'abord, dans le cadre de l'ICOLC. Donc, l'ICOLC, c'est l'association des consortiums internationaux dans laquelle s'inscrit le consortium Couperin. Donc, en partenariat avec notre collègue du Luxembourg, du consortium du Luxembourg, Patrick Pfeiffer, on a eu l'occasion de parler de Readmetrics, de présenter le dispositif Readmetrics devant les collègues de l'ICOLC, enfin les collègues européens, parce qu'on était sur le fuseau horaire plutôt européen, sachant que l'ICOLC couvre vraiment des consortiums du monde entier, donc on ne peut pas avoir tout le temps tout le monde sur chaque créneau. Et la deuxième occasion le lendemain, à laquelle seul Patrick a participé, devant les collègues anglo-saxons, donc pour l'UKSG, qui est aussi une conférence, internationale qui se tient au Royaume-Uni et qui réunit des collègues de partout et en très grande majorité des collègues anglo-saxons. Donc l'enjeu pour nous, c'est quoi à cet endroit-là? C'est peut-être tu peux passer à la diapo d'après, Yannick, s'il te plaît. C'est de commencer à installer à l'international ce dispositif dont pour l'instant surtout les collègues français bénéficient, c'est-à-dire la brique EasyParse pour traiter des logs, la brique EasyMesure pour récupérer le résultat de ces traitements EasyParse, et puis comme vous l'avez compris, de plus en plus, la possibilité de récupérer dans EasyMesure aussi des données counter récupérées chez les éditeurs. Donc on est à un point technique et fonctionnel de ces outils qui nous permettent d'envisager de proposer un empaquetage autonome déployable par les établissements qui le souhaitent, qu'ils soient établissements seuls ou qu'ils soient des consortiums. Et en faisant ça, on va aussi s'organiser pour demander des financements aux collègues qui installent et qui utilisent ces outils, donc qui leur trouvent une utilité. Pas dans un financement qui sera organisé sur la base du volontariat, c'est-à-dire on ne facture pas l'installation ni l'utilisation du logiciel, on souligne simplement, de façon assez convaincante, on l'espère, que ces outils n'existent que parce qu'il y a une équipe derrière qui les fait exister, que cette équipe est constituée et qu'elle représente un certain
un certain financement nécessaire pour qu'elle continue d'exister. Donc il y a d'autres projets qui sont organisés de cette façon-là. Là, on est au tout début de ce processus. La publicité internationale commence à peine à l'occasion de l'ICOLC et de l'UKSG. On va essayer de multiplier un peu ces présentations-là et aussi d'aller de réveiller le réseau des utilisateurs EasyParse dormants qu'on collecte depuis plusieurs années maintenant. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un a installé EasyParse, nous, on a reçu un mail qui disait voilà, un tel a installé EasyParse, et donc on a à peu près 200 à 300 contacts de collègues aux États-Unis, en Australie, en Chine, en Autriche, partout en fait, et leur présenter ce nouveau développement, c'est-à-dire Readmetrics. Et Yannick va reprendre la parole pour vous montrer à quoi ça ressemble côté technique, ce qu'on appelle Readmetrics, qui est en fait assez semblable à ce que vous connaissez déjà. C'est simplement une nouvelle modalité de distribution de ces outils-là dans l'optique de le faire déployer par des collègues à l'international. Je te laisse parler, Yannick. Yep. Donc effectivement, donc le Readmetrics sur lequel on communique depuis un moment maintenant, au final, c'est donc la jonction, donc une brique, enfin plutôt une stack logicielle composée d'EasyParse et d'EasyMeasure. Et donc, on a commencé à travailler sur des scripts d'installation de Readmetrics, du coup, qui sont disponibles à l'adresse dans un dépôt GitHub dont l'adresse est juste en dessous. Et donc, à quoi ça va ressembler? Hop, voilà. Donc, dans ce dépôt, actuellement, il consiste en plusieurs scripts, des scripts shell qui permettent d'installer, de lancer et d'arrêter en gros un EasyMeasure et un EasyParse en local. Donc l'intéressant étant naturellement le script d'installation. Donc ce script-là va nous permettre en quelques minutes, dans le cas d'une installation simple, parce que EasyMeasure, ça reste quand même quelque chose d'assez potentiellement qui, pour fonctionner de manière optimale, a besoin d'être installé sur plusieurs machines dans un cluster. Là, pour le moment, on en est au cas simple. Donc, dans un cas simple, on installe un EasyParse, un EasyMeasure avec un seul nœud. Ça va nous permettre de faire l'installation très rapidement. Alors, je vais détailler les étapes d'installation. Qu'est-ce qu'il va faire ce script? La première chose qu'il va faire, c'est aller récupérer dans le dépôt d'EasyParse le dernier fichier Docker Compose en date. EasyParse n'a pas besoin d'autre chose qu'un Docker Compose dans le cas où on le lance avec Docker. Il va ensuite aller récupérer la dernière version d'EasyMeasure en clonant donc le dépôt GitHub d'EasyMeasure. Et il va aller récupérer toutes les images Docker dont il a besoin pour fonctionner. Ensuite, il va aller mettre à jour les ressources nécessaires pour le fonctionnement d'EasyParse, donc tout ce qui est parseur, middleware, paramétrage prédéfini. Hop. Une fois qu'il a fini avec les ressources d'EasyParse, donc il va, s'il veut bien, bon, ce qui peut prendre un petit peu de temps, hein, naturellement. Voilà. Ensuite, il va vous demander de manière interactive de remplir un certain nombre de variables d'environnement qui sont nécessaires au fonctionnement d'EasyMeasure. Et donc, ces variables-là vont être en grande majorité pré-remplies. Donc, dans le cas d'une installation simple d'EasyMeasure avec un seul nœud, la grande majorité de ces variables qui sont déjà pré-remplies, en fait, n'ont pas besoin d'être modifiées. Celles qui nécessiteront toujours d'être remplies, c'est notamment le mail le ou les mails du moins des personnes censées recevoir les notifications, notamment les notifications quotidiennes qui mettent au courant de l'activité qui se passe sur EasyMeasure.
Donc, une fois que ce fichier est créé, il va builder tous les services nécessaires pour pouvoir démarrer EasyMesure. Donc là, ça se fait très rapidement, mais c'est quelque chose qui pourra prendre bien plus de temps. Là, c'est parce que c'est déjà fait en local. Ensuite, on a rajouté un autre script. Alors, je n'ai pas précisé, mais le script d'initialisation de l'environnement, c'est quelque chose qu'on a dû rajouter dans EasyMesure. Et c'est pareil pour ce petit script-là. Donc, il faut savoir qu'Elasticsearch a besoin de certificats pour pouvoir fonctionner, et en particulier quand il veut fonctionner avec plusieurs Elasticsearch dans un cluster, ils ont besoin de certificats pour pouvoir communiquer entre eux. Ils ne démarrent pas s'ils ne les ont pas. Et donc, on a rajouté dans EasyMesure un script qui permet de générer un fichier de configuration qui permet de générer ces certificats. Et donc, ça se fait de manière interactive, et c'est donc ce qu'il nous demande ici. Dans le cas le plus simple où on a un seul nœud, toutes les informations sont déjà pré-remplies, il n'y a rien d'autre à rajouter. Et une fois que ce fichier est créé, il va donc générer les certificats donc nécessaires au fonctionnement d'Elasticsearch et les mettre au bon endroit. Et enfin, la dernière chose qu'il reste à faire, qui va dépendre de l'infrastructure technique, EasyMesure ne fonctionne uniquement qu'en HTTPS. Il a donc besoin de certificats pour pouvoir fonctionner en HTTPS. Il faudra donc mettre les certificats d'EasyMesure dans un dossier spécial, à part si il tourne devant un reverse proxy qui lui gère déjà l'HTTPS, comme c'est le cas pour l'instance qui est hébergée actuellement à l'Inist. Et une fois que les certificats sont donc mis au bon endroit, il y a juste à lancer un autre script qui va lui se charger de lancer dans EasyParse et EasyMesure, donc via Docker. Voilà, et une fois que les deux sont lancés, ils sont donc accessibles. Oui, ma puce. Ils sont donc accessibles depuis le navigateur, donc EasyParse sur le port habituel, donc 59.59.9. Voilà. Et EasyMesure sur le port 443 sur le Calost. Donc le EasyMesure pré-prod que vous voyez, c'est uniquement en local, mais vous pouvez remplacer ça par le Calost. Donc ça, c'est propre à ma machine. Et voilà. Donc du coup, dans le cas d'une installation simple, on verra plus tard pour les cas plus avancés, on peut installer EasyMesure en grosso modo 5-6 minutes. Voilà. Eh bien, bravo. Je crois que la démonstration est assez parlante. Et on voit bien que en ne recopiant que quelques scripts, on peut avoir tout le stack qui est déployé automatiquement. Bon, bien sûr, il faut répondre à quelques petites questions, mais au vu de tout ce que ça peut apporter en termes de sécurité, etc., qui sont garantis, c'est pas grand-chose. Et donc là, je pense qu'on réussit à montrer qu'on est capable de proposer le déploiement d'un stack complet à partir de rien, en fait. Voilà. Et je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, il y a quelques prérequis techniques, notamment le fait d'avoir sur la machine à disposition Git et Docker Compose. Après, c'est des prérequis techniques qui sont quand même relativement standards, et c'est pas très exotique, en fait. Oui. Voilà. Donc merci Yannick. Oui, bon, tu peux. En fait, là, sinon il faut recharger. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, je me suis trompé. J'ai dupliqué une diapo. Elle devait s'appeler Prochain rendez-vous, celle-là. Ouais, j'ai vu, elle est à jour sur le. Mais en fait, il faudrait qu'Yannick recharge son. En fait, j'ai corrigé des trucs pendant qu'on parlait, mais une fois que tu as lancé le diaporama, c'est trop tard. Il y a pas de. C'est pas du hot deploy là, ces slides. Hein. Ah non, clairement pas. Bon, tant pis. Ok, voilà. Ça y est. C'est fait.
Voilà les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous, c'est le 17 décembre. On vous propose de faire la revue de sprint 45 le 17 décembre. Au cours de ce sprint, on va poursuivre en fait toutes ces évolutions. Donc Readmetrics, on va continuer à en parler, mais là on va se pencher plutôt sur ce qu'on avait initié. Donc là maintenant, on a nos profils organismes qui sont opérationnels. Donc dans ces profils organismes, on va pouvoir enregistrer des informations sushi. Et donc là, on va pouvoir opérer la gestion de ces informations sushi, le téléchargement des informations éditeurs dans EasyMesure, avec nos utilisateurs, nos bêta-testeurs qu'évoquait Yannick tout à l'heure. On va leur proposer de nous faire des retours sur cette interface qui va permettre d'enregistrer, de lancer et de visualiser les informations éditeurs. Les réunions EasyMesure, les réunions auxquelles pas quotidiennes, pardon, régulières. Donc les réunions GTAO, on fera des points, on fera aussi des points avec Open Edition, éventuellement HAL si on réussit à les recontacter. Et puis il y aura 2 réunions GTI en visio, une lundi et une le jeudi 10 décembre à 10h. En ligne, je pense. Voilà. Tu peux passer à la suite. C'est juste pour montrer en fait la ligne de vie. Donc là, vous voyez qu'on est dans le 2e bloc rouge qu'on a déjà eu. On n'a pas trop pris de retard. On respecte ce qu'on avait promis. Voilà, on s'approche du reporting automatique sushi, on s'approche du reporting Vega, donc on va travailler là-dessus. Des choses qui vont vraiment commencer à devenir intéressantes pour vous, je pense. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur éventuellement si vous avez des idées, si par rapport aux données Counter 5 en particulier, les tableaux de bord que vous souhaitez voir s'afficher. On est preneur. Toujours le slide qui vous dit qu'on est toujours prêt à faire des formations là en ligne, bien sûr. N'hésitez pas, vous voulez installer EasyParse, vous avez des problèmes, vous voulez paramétrer le chargement EasyMesure, vous nous contactez, on se programme un créneau, ça dure une demi-heure, 1 heure, et généralement à la fin de ce créneau, c'est opérationnel. Si jamais ça l'est pas, on refait un petit coup, mais généralement une seule fois ça suffit. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. On a pris beaucoup de temps, mais il y avait beaucoup de choses à dire. On peut prendre quand même quelques questions si vous voulez, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été présentées. Alors je sais pas si... Alors du coup là, il faut peut-être que je quitte moi le plein écran. Voilà. Et que je regarde s'il y a des messages. C'est vrai qu'il est déjà midi passé. Oui, il est déjà midi passé. Henriette, vous aviez peut-être noté le 15, mais en fait, on a un bureau professionnel Couperin le 15. Du coup, on a dû décaler la sprint au 17. Peut-être on vous libère, tout le monde a très faim. Oui, tout le monde a faim. Ou alors on vous a tous tués là, on vous a tous endormis. Non, c'était très clair, il n'y a pas grand-chose à rajouter pour ma part. J'ai écrit dans le chat ce que je pensais de la revue et de l'équipe. Merci. Merci Laurent. Ok, de toute façon, on répond toujours, enfin vous pouvez nous écrire, il n'y a pas de souci si vous avez des questions. Voilà. Donc je regarde en même temps le chat que je n'avais pas vu parce que j'étais en plein écran tout à l'heure. Je ne vois pas de choses notables. Eh bien sinon, merci à tous. Et puis je vous donne rendez-vous en décembre pour le prochain sprint. Ok, merci. Bonne fin de journée. Merci. Bon appétit.